Salut à tous et bienvenue dans PhysioDry. Avant de retrouver Étienne de Build Your Perf, je voulais vous expliquer rapidement comment fonctionnent les plans d'entraînement sur PhysioDry parce que je reçois de plus en plus de demandes en ce moment. L'idée est simple, que tu aies un objectif de performance ou que tu sois en reprise après une blessure. Moi, je te propose un cadre d'entraînement complet, pas juste un plan de course. À l'intérieur, il y a des séances d'entraînement, du renforcement, de la récupération, tout ce qu'il faut pour reprendre ou progresser sans faire n'importe quoi. Alors, si le concept t'intéresse mais que tu hésites encore, tu peux d'abord me poser des questions via le WhatsApp Pro de PhysioDry. Le lien, il est directement sur la page Instagram. Si tu veux démarrer, c'est très simple. Tu souscris, tu reçois un questionnaire pour faire le point sur ton profil, ton historique, des blessures éventuelles, ton niveau et surtout tes objectifs. Puis ensuite, on va prendre ensemble un petit moment pour faire une visio d'environ 30 à 45 minutes afin de tout clarifier, d'ajuster le plan ensemble. À partir de là, moi, je vais construire ton plan. Il sera disponible sur une appli et les séances, elles arrivent directement sur ta montre avec les séances d'entraînement, le renfort et la récupération intégrée. Donc, si ça t'intéresse, tout est disponible directement depuis la page Instagram de PhysioDry. Et maintenant, on retrouve Étienne pour parler de vitesse critique, de seuil, de RPE, de marqueurs de performance et comment utiliser tout ça pour mieux s'entraîner. Allez, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PhysioDry. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau avec Étienne de BIP qui nous avait fait un plaisir d'être notre invité il y a quelques semaines. Aujourd'hui, Étienne, merci d'être avec nous encore une fois. Ouais, merci Florent pour l'invitation. C'est un grand plaisir de revenir une deuxième fois dans ton podcast. Alors, cette fois-ci, on a un gros programme. On va parler de choses très techniques. On va parler de vitesse critique, de seuil ventilatoire. On va parler de lactate. On va parler au final, les bases physio pour construire ces séances et aussi pour comprendre un peu le langage du coureur et le langage des coachs. Ouais, carrément, avec plaisir. C'est des sujets qui me passionnent. Et au final, si on comprend pas ces bases-là, on comprend pas pourquoi on programme telle ou telle séance. Donc, je pense que c'est bien de revenir à ces bases-là. Et du coup, on va bien sûr avoir des applications pratiques sur l'entraînement aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, on va en parler. Alors, quand tu planifies une séance et que tu as une séance à faire, il y a des gens qui se basent sur les allures d'entraînement, donc c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu dois courir sur plusieurs blocs. Tu en as d'autres qui se basent plutôt sur les zones cardiaques où on a des coachs qui vont dire tu vas rester en zone 1, tu vas rester en zone 2, et puis d'autres qui parlent plutôt de RPE, donc c'est le ressenti, c'est le ressenti de la fatigue et le ressenti de l'effort. Qu'est-ce que tu en penses toi et sur quoi tu te bases pour planifier et pour séquencer les séances? Ouais, c'est des données qui sont, toutes les données sont utilisables. C'est intéressant déjà de se baser sur quelque chose, déjà. Et le plus simple, c'est le RPE quand même. Donc, le RPE, pour ceux qui sont pas familiers, c'est en gros entre 0 et 10. RPE modifié, hein, c'est entre 0 et 10. Comment est-ce que c'est difficile, ma séance? C'est très subjectif, mais c'est hyper intéressant que ce soit subjectif parce que ça prend en compte ma fatigue du jour, le contexte environnemental, la chaleur, etc., etc. Donc, hyper intéressant. La vitesse, c'est le plus simple. Hein. Souvent, on dit, je cours à 5 minutes au kilomètre. Voilà, c'est simple. L'idéal, selon moi, c'est d'avoir une donnée externe, une donnée interne. C'est-à-dire que tu dis, OK, en tout cas, quand tu es sur plat, on va dire, tu dis, la fourchette d'allure aujourd'hui sur la séance, c'est entre telle et telle allure, mais avec un RPE aussi imposé. Et c'est-à-dire que il faut que les deux correspondent. Et que les deux correspondent et tu t'arrêtes au premier qui est limitant. Je m'explique. Là, tu vois, ce matin, je vais courir, j'ai une séance à faire avec, 2 fois 10 minutes à 4 minutes 30 au kilomètre. Voilà, c'est censé être plus ou moins mon premier seuil. Très bien. RPE 3-4. Super, je vais la faire. 4 minutes 30 au kilomètre, RPE 3-4. Parfait. Je fais la même dans un mois, sauf qu'il fait 30 degrés. Du coup, je pars, je me mets à 4,45, 4,40 au kilomètre. Et là, avec la chaleur, moi, je déteste la chaleur. À 5, 6, ouais. Mon ressenti d'effort, il est beaucoup plus difficile. Il y a RPE 4, 5, 6, tu vois. Et du coup, c'est le premier élément limitant, c'est ma consigne de RPE qui était 3-4. Donc, je reste au RPE 3-4 et du coup, mon allure sera pas 4,30, mais ce sera 4,50 ce jour-là. Et c'est top. Les adaptations physio, elles seront les bonnes. Et oui, donc c'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est que ce n'est pas parce que tu as le sentiment que c'est trop dur et que tu ne peux pas tenir l'allure que le plan t'impose que tu travailles pas. Ce qui compte aussi, c'est de corréler le RPE et tes allures.
Exactement, tu corrèles les deux et les adaptations physio seront les bonnes parce que si tu avais absolument été à 4,32 km parce que c'était la consigne mais que tu étais RPE, donc tes ressentis d'effort beaucoup plus durs que prévu, ben en fait tu vas accumuler plus de fatigue. Donc peut-être que sur les séances prochaines tu seras plus fatigué, donc peut-être qu'à moyen terme tu vas plus te blesser ou en tout cas être en surentraînement. Enfin bref, en tout cas, si ne pas être dans la bonne zone de travail. Donc le ressenti d'effort, c'est hyper utile. Et le contexte environnement, enfin je parle de la météo, mais il peut y avoir aussi j'ai mal dormi, voilà, Oui. plein d'autres choses. Mon fils, il s'est réveillé la nuit. Par exemple, j'ai pas dormi de 4 à 6. Ça, c'est un exemple que je donne au hasard. Au hasard que je suis pas dedans en ce moment. Donc voilà, intéressant d'avoir ces deux données et quelqu'un qui se dit, moi, je sais que à l'allure, il manque quelque chose. Justement, du coup, quand tu fais une planification d'entraînement, tu ne peux pas te servir que du RPE. C'est-à-dire que tu peux pas tout au long de ta préparation te dire je vais faire 10 minutes à 7-8, puis après 10 minutes à 3, puis après 10 minutes à 7-8. Enfin, il faut aussi une deuxième donnée qui est la vitesse. Et ça, la vitesse, pour les calculer, il faut que tu passes par des tests. Qu'est-ce que tu préconises justement comme test pour pouvoir calculer les allures qui vont nous suivre tout au long d'une préparation? Ouais, bah déjà pour revenir juste sur ta première partie de phrase, tu peux faire tout au RPE, c'est très bien, faut très bien se connaître par contre. Mais par contre, si tu as un objectif de chrono à la fin de faire 40 minutes de 10 km, bah à un moment donné, il faut bien avoir une notion de l'allure. Il faut bien quantifier, bien sûr. Donc voilà. Et si tu veux t'entraîner pour le plaisir, même progresser, etc., le RPE, ça peut être utilisé tout le temps, mais il faut très bien se connaître. Ensuite, bien sûr, bah au final, tout le monde veut savoir son allure d'entraînement, son allure à viser pour sa séance, etc. Et donc, il faut déterminer des zones d'allure. C'était ça ta question. Comment on détermine des zones d'allure? Donc, en effet, si on reprend la base au niveau physio, il se passe plusieurs choses dans le corps. Enfin, en fonction de l'allure, de l'intensité de l'effort, tu es dans plusieurs domaines d'intensité, on appelle ça au niveau physio. Et tu changes de domaine à deux moments. Tu as deux grandes frontières qui sont des seuils, on appelle ça le seuil 1, le seuil 2. Et en fait, pourquoi est-ce que ça s'appelle des seuils? Parce que quand tu passes de l'un à l'autre, enfin quand tu es en dessous le seuil 1 et au-dessus du seuil 1, au niveau physio, donc dans ton corps, il se passe vraiment des choses, il y a des changements. Et pareil, quand tu passes le deuxième seuil, tu as des changements aussi. Et du coup, ces seuils-là, tu peux les calculer. De différentes manières. Je sais pas si je rentre dans les détails maintenant, mais si tu veux être très précis, enfin, le plus précis possible, encore que, tu peux aller en labo, faire des tests pour avoir soit le masque. Ce qu'on appelle les tests d'effort. Ouais, les tests d'effort, justement, avec mesure de VO2, donc du coup avec le masque, et du coup ça te donne ta courbe de VO2, et en fonction des décrochages dans la courbe, en gros, pour résumer très très simplement, tu as tes différents seuils, et du coup ta VO2 max aussi, tu es capable d'utiliser d'oxygène au maximum. Et sinon, tu peux faire des tests, des profilages lactate. Donc, le lactate, c'est un sous-produit de la glycolyse. Et bref, en fonction pareil de combien tu piques, combien tu as de lactate dans le sang au niveau périphérique, bah, ça te donne aussi. Tu sais où est-ce que tu en es, ouais. Des décrochages sur la courbe et tu connais tes seuils. Et si tu veux avoir ça, mais sans matériel, sans payer une blinde, bah, tu fais un test de vitesse critique. Et ça, c'est quasiment... Allez, je vais m'annoncer, je vais me lancer, c'est quasiment aussi fiable qu'aller faire des tests en labo. Ouais, parce qu'en plus, quand tu dis ça, c'est que tu t'appuies sur des études aussi, hein. Tu sors pas ça de ton chapeau. Mais juste pour recontextualiser un petit peu, ces seuils-là, ces seuils ventilatoires te permettent aussi, quand tu vas programmer une séance, que le coureur reste dans la bonne zone de travail et ne dérive pas dans la mauvaise zone. Là où on le voit, c'est quand il y a un semi-marathon, par exemple, et qu'on a affaire à un débutant et qu'il est un petit peu emporté par la course, le dynamisme de la course et puis l'adrénaline. Il va partir sur des allures qu'il n'avait pas forcément travaillé à l'entraînement et il va mal se situer sur son spectre d'intensité. Et dès le départ, il va, j'adore cette notion de un peu faire sa course à crédit. Donc, il va déjà piocher
au niveau énergétique, et c'est ce qu'on appelle en fin de course, il va prendre un mur ou il va avoir du mal à terminer parce que il était sur la mauvaise intensité. Donc en fait, le fait de connaître ces seuils ventilatoires là, ça te permet de travailler dans les bonnes zones et de mettre les éléments de ta planification dans les bonnes zones d'intensité pour justement travailler les bonnes choses au bon moment. Ouais, c'est ça. C'est en fait, quand tu veux planifier intelligemment, à un moment donné, il faut savoir pourquoi est-ce que tu programmes telle séance à telle allure et pourquoi telle allure et pas une autre. Et pour ça, il faut avoir un état au niveau physio, au niveau mécanique, bref, un état de son athlète et de savoir ces différentes zones. Parce que si tu veux individualiser l'entraînement, si tu veux avoir un cycle de développement de VO2 max, un cycle de développement du premier seuil, du deuxième seuil, et si tu veux développer le premier seuil, il faut savoir à quelle allure le travailler. Si tu veux développer le deuxième, à quelle allure le travailler. La VO2 max, à quelle allure le travailler. Et à un moment donné, si tu veux être un peu précis dans l'entraînement, il faut être précis dans tes testings, le plus précis possible. Et en fait, justement, avec ces tests critiques, c'est pas si compliqué. Et tu peux faire un entraînement de grande qualité sans avoir beaucoup de matériel pour tester ton athlète. Enfin, zéro matériel. On reviendra sur la vitesse critique un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est déjà le premier seuil? À quoi ça correspond au niveau physiologique? Et surtout, au niveau du ressenti du coureur, quelle est la différence entre le moment où on est en dessous le premier seuil et le moment où on va le dépasser et être justement entre le premier seuil et le deuxième seuil? Ouais, c'est très intéressant comme question. En effet, le premier seuil, on appelle ça aussi le seuil aérobie, c'est-à-dire que c'est une intensité qui correspond à toutes les intensités inférieures à ce premier seuil. C'est la zone d'endurance. La zone, on appelle ça endurance fondamentale, on appelle ça zone 2, on appelle ça footing, on appelle ça... je pense que c'est pas mal déjà, mais bref, c'est cette zone facile où théoriquement, au niveau physiologique, quand tu cours moins vite que ce premier seuil, tu peux courir indéfiniment. Au niveau physiologique, théoriquement. En fait, t'as pas de fatigue. Ta consommation d'oxygène, ton VO2, il est faible et stable. Ta lactatémie, elle est faible et stable. Tous tes paramètres physio sont faibles et stables. C'est-à-dire que t'accumules pas de fatigue au niveau physio. Bien sûr. Ça va être plutôt une fatigue musculaire et articulaire. Exactement. Donc, au niveau physio, théoriquement, tu peux courir de manière indéfinie, mais au niveau mécanique, tu te fatigues un petit peu avec les impacts et à la fin, tu fatigues et tu peux pas courir de manière indéfinie. Mais en tout cas, au niveau physio, c'est ça la promesse de ce domaine d'intensité modérée. C'est tout ce qui est sous le premier seuil. Tu peux courir de manière indéfinie. Ensuite, quand on passe au-dessus du premier seuil, là, au niveau physio, il se passe des choses. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un seuil. C'est qu'il y a c'est une frontière qui est pas très fixe, bien sûr, en fonction du jour, de pas mal de choses. C'est une frontière qui est un petit peu large. Mais tu as quand même quelque chose qui se passe à ce niveau-là, au niveau du premier seuil, où tu vas passer dans une zone où tous les indicateurs physio montent d'un cran. C'est-à-dire ta consommation d'O2, ta lactatémie, tout augmente d'un cran, mais se stabilise sur un plateau relatif quand même, sur toutes les intensités entre le premier et deuxième seuil. Plus court que le plateau en dessous le premier seuil. Qui est un plateau relatif, en effet, qui est un plateau, mais tu vois, qui monte un petit peu, t'accumules un petit peu de fatigue, mais c'est un plateau relatif où tu peux quand même courir à des non-moments où tu vas être, par exemple, sur les allures marathon pour quelqu'un d'un peu entraîné. T'es entre le premier et le deuxième seuil. T'es sur un plateau, au niveau physio, tu peux courir plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures, mais à un moment donné, tu te fatigues parce que tu utilises plus de sucre pour créer de l'énergie. Enfin bref, t'as pas mal de choses qui se passent qui font que tu vas t'épuiser à un moment donné. Mais le temps est long et t'es entre le premier et le deuxième seuil. C'est ce qu'on appelle le domaine d'intensité élevé. Et tu commences à fabriquer du lactate aussi. T'en fabriques à toutes les intensités, mais tu commences à ne plus pouvoir le réutiliser forcément aussi rapidement que tu produis. Et du coup, ton taux de lactate sanguin, il va augmenter d'un cran, mais théoriquement, entre ces deux seuils, il reste assez stable quand même. Et ensuite, tu arrives au deuxième seuil. Et là, ce deuxième seuil, encore une fois, c'est une nouvelle frontière qui est un peu mobile. Donc mais c'est une nouvelle frontière. Quasiment palpable au niveau des sensations quand tu franchis ce deuxième seuil. Exactement. C'est vrai que c'est une très bonne question, ça, au niveau du RPE des sensations. Le premier seuil, on va dire que c'est RPE 3-4. Ok, donc tu restes sous ce premier seuil, sous ce RPE 3-4. Souvent, les gens disent qu'on peut parler à ce seuil-là. Est-ce que c'est valable? Ouais, c'est quelque chose de très, très, très simple pour savoir si tu es bien en endurance sous le premier seuil. C'est tu peux respirer par le nez, tu peux parler une conversation assez facile.
voilà, jusqu'à RPE 3-4, tu es théoriquement dans ce domaine d'intensité modéré, facile, footy. Ensuite, tu es dans le domaine d'intensité élevé jusqu'au deuxième seuil. Le deuxième seuil, on est plutôt RPE 7. Voilà, ça commence à être difficile. C'est une allure que tu peux tenir peut-être environ 1 heure. Donc voilà, c'est une allure élevée, mais que tu peux tenir un petit peu. Et tout ce qui se passe au-delà de ce deuxième seuil, du coup, il s'est passé au niveau physio, encore une fois, un autre décrochage. Et cette fois-ci, tous les indicateurs au niveau physio, le VO2, la lactatémie, entre autres, Ça flambe. dériver de manière exponentielle en fonction de la vitesse, en fonction de l'intensité de l'effort, jusqu'à épuisement. Et donc là, tu n'as plus de plateau. C'est-à-dire que si tu es passé le deuxième seuil, si tu cours au-delà de ton deuxième seuil, bah, tu es sûr que tu vas aller jusqu'à épuisement plus ou moins rapidement en fonction de combien tu as dépassé ton deuxième seuil. Dans ta formation, tu parles à partir du deuxième seuil, on perd un peu l'homéostasie du corps. Et j'ai vachement aimé cette métaphore ou enfin cette mise en image. L'homéostasie, ça veut dire, c'est pour ceux qui savent pas, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand ton corps reste en état d'équilibre. Quand on a de la fièvre, par exemple, bah, le corps va chercher à baisser la fièvre, donc en faisant de la sudation, en transpirant, il va chercher à diminuer la température corporelle. Donc, il cherche son état d'homéostasie. Bah, là, c'est la même chose au niveau de la course. Quand on dépasse ce seuil-là, bah, il y a tout qui se dégrade un petit peu. On va avoir la foulée qui va changer. On va avoir le cardio qui va s'emballer. Donc, du coup, voilà, c'est quand je parlais de frontières un peu tangibles, c'est ça qu'on essaye de ressentir. Et je pense que les coureurs très entraînés sont capables de savoir exactement où est-ce qu'ils se situent dans leur spectre d'intensité à l'instant T, et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui débute et pourtant qui ont le même objectif. Ouais, complètement. Et c'est pour ça qu'on en revient à ta question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'entraîner que au RPE? Quand on est très expérimenté, en effet, on le ressent. On sait quand est-ce qu'on passe le premier, le deuxième seuil. Donc certains, quand ils sont très entraînés, qui se connaissent très bien et qui avant ça sont entraînés avec l'allure, etc., peuvent s'entraîner au RPE, mais ça, au ressenti d'effort, donc. Mais ça, c'est pour les gens expérimentés. Mais en effet, il y a des liens très clairs entre le ressenti d'effort et à quel moment on passe le premier, le deuxième seuil. J'en viens à une question qui va t'échauder un peu, mais du coup, on va parler des zones cardiaques. Tu sais, voilà, parce qu'on parle de zone 1, enfin de zone, excuse-moi, on parle de seuil ventilatoire 1, de seuil ventilatoire 2. Ça laisse supposer qu'il y ait 3 zones d'intensité. Une zone sous le premier seuil, plutôt une zone d'endurance, une zone entre le premier seuil et le deuxième seuil qui est plus ou moins grande en fonction de l'expérience et du niveau qu'on a, où là on est sur une zone un peu de course sur le fond, le semi, le marathon, et une zone au-dessus du deuxième seuil où là on est plutôt sur une zone de haute intensité avec des allures type fractionnées, des allures de limite de 10 km, et ensuite tout ce qui est en dessous le 10 km, le 5, le 1000, etc. Donc ça laisse un modèle à 3 zones. Pourtant sur la montre, moi j'ai 5 zones. Comment on adapte ce modèle-là à ma montre qui me donne 5 zones cardiaques? Bah là, ça embrouille pas mal. En effet, c'est peu compréhensible. Surtout que là, tu m'as parlé de fréquence cardiaque, mais les 5 zones, ça peut être fait aussi en fonction de la VMA. Donc en fait, on sait plus de quoi on parle. Les 5 zones, des modèles à 5 zones, ça a été créé pour simplifier la prescription de séance. Parce que en effet, moins il y a de zones, bah plus la fourchette elle est large. Bien sûr. Tu vois, si je vais pas te dire fais une séance en domaine d'intensité élevé, parce que peut-être que tu auras 1 minute d'écart, 1 minute 30 d'écart l'un à l'autre. Donc du coup, pour simplifier ça, on a fait des modèles à 5 zones, voire même 7 zones. Ouais, 7 zones. Mais en fait, du coup, ça veut plus rien dire au niveau physio. Ça ne correspond plus à rien au niveau physio. Surtout que l'ancrage, la référence, qui est soit la FC Max, soit la VMA, sont des ancrages qui sont imprécis, et les 5 zones sont créées, sont déterminées en fonction de pourcentages qui sont très interindividuels d'un ancrage qui est imprécis. Donc en fait, pour ça moi, vaut pas grand-chose. En 5 zones, c'est mieux que rien, mais c'est dommage, c'est imprécis. Alors justement, c'est pour ça que toi tu utilises cette fameuse vitesse critique. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond, comment tu l'as définis, et surtout quelle est la différence entre la VMA et la vitesse critique? Ouais, du coup, on utilise en test de terrain
pour déterminer le profil à les 3 domaines d'intensité, donc le profil physio d'un athlète. On peut utiliser la vitesse critique. La vitesse critique, en fait, c'est une vitesse qui va correspondre à ton deuxième seuil. La vitesse associée à ton deuxième seuil. Donc, en final, c'est très simple. Ça te permet d'avoir un ancrage fiable, fixe, qui correspond à ton deuxième seuil. C'est ma frontière. Ouais, c'est la frontière. Sachant que entre le deuxième seuil, ça peut être déterminé par soit le seuil ventilatoire 2, le seuil lactate 2, la vitesse critique. C'est pas exactement le même endroit, mais globalement, de manière, en fonction selon les papiers scientifiques, c'est très clair que la vitesse critique est un très bon indicateur pour déterminer le deuxième seuil. Donc déjà, de manière très fiable, le plus fiable possible en tout cas, tu vas avoir une manière, on va l'expliquer après, mais sans matériel, sans rien, gratuitement, de déterminer ton deuxième seuil de manière précise. Donc déjà, ton ancrage, il est fiable. Tu sais que tout ce que tu fais au-delà, c'est dans le domaine d'intensité sévère. Ça va dériver jusqu'à VO2 max, etc., jusqu'à épuisement. Et tout ce que tu fais dessous, tu seras dans le domaine d'intensité élevé. Donc déjà, ton ancrage, il est très fiable, il est très simple. Et ensuite, les papiers nous disent que le premier seuil, donc la frontière du premier seuil, entre modéré et élevé. Entre modéré et élevé, exactement, correspond à 80 à 84% de ta vitesse critique. Donc là, on est sur une interprétation, un pourcentage qui est interindividuel, donc à prendre avec un petit peu des pincettes. Mais déjà, notre ancrage du deuxième seuil est fiable. Donc, prendre un pourcentage d'un ancrage fiable, c'est déjà mieux que prendre un pourcentage d'un ancrage pas fiable. Mais donc, si tu prends ce pourcentage-là et que tu le mets en corrélation avec ton RPE pendant que tu fais ta séance, ça te permet d'être encore plus fiable, justement. Ouais, t'as tout dit, carrément. Et je suis quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, etc., mais qui est pas professionnel. C'est déjà hyper intéressant, hyper fiable pour s'entraîner intelligemment, d'avoir du coup ton profil physio avec ta vitesse critique, donc ton deuxième seuil. Le 80-84%, c'est ton premier seuil. Et du coup, quand tu vas prescrire un entraînement, tu sais dans quelle zone tu vas prescrire l'entraînement, tu sais ce que tu vas travailler et tu t'entraînes pas au hasard. Et on pourra en revenir aussi, mais le test de vitesse critique, parce que je les détaille maintenant, mais en fait, c'est oui, vas-y, parce que après j'ai une autre question, mais vas-y. Du coup, comment est-ce que tu testes, parce que pour tester la VMA en général, juste qu'est-ce que tu peux nous définir la différence entre du coup la VMA et la vitesse critique? Ouais. Bah du coup la VMA avant de parler de Ouais. Vas-y, je te laisse finir. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Ce serait selon les définitions, la plus petite vitesse pour laquelle tu as atteint VO2 max, ta consommation d'oxygène maximale. Pour ça, tu peux faire plusieurs tests. Donc déjà, ça montre un petit peu la fiabilité mesurée de tout ça. C'est que tu as plusieurs tests qui vont te donner théoriquement ta VMA. Et qui doivent pas être utilisés pour les mêmes sports en plus. Tu as des fois le luc léger avec des allers-retours. C'est ça, plus pour le basket, le hand, les choses comme ça. T'as des vam-eval où t'as des plots aussi autour de la piste et c'est de manière continue, mais tu vas de plus en plus vite. Avec des bips. Le demi-cooper avec les bips, c'est ça. Et le demi-cooper, c'est tu fais le plus de distance possible en 6 minutes. Et si t'as fait 13 300 mètres, t'as 13,3 de VMA, par exemple. Donc, c'est très simple. Enfin, le demi-cooper, on va dire que c'est très simple à mettre en place. Tu fais juste 6 minutes autour d'une piste, c'est de faire le plus de distance possible. Mais en fait, la VMA, au niveau physio, ça ne correspond à rien. C'est-à-dire que dans cette réalité physio qui est les 3 domaines d'intensité, ta VMA, ta vitesse associée. Alors, quand on dit physiologique, juste, c'est pour que j'explique, c'est comment notre corps réagit à une stimulation. Qu'est-ce que cette stimulation va induire sur notre capacité respiratoire, notre afflux sanguin, notre rythme cardiaque, notre perfusion sanguine. Voilà, c'est comment un facteur externe influe sur le comportement interne du corps. Parfait, exactement. Exactement. Et du coup, au niveau physio, justement, quand tu es à VMA, bah en fait, tu sais pas où la VMA est placée sur ton profil physio. Elle est quelque part dans le domaine d'intensité sévère. Ouais, sévère justement dans le rouge là, ouais, dans le sévère. Elle est quelque part, mais on sait pas où. Et du coup, l'ancrage est complètement imprécis. En fait, si on travaille un peu en dessus, un peu en dessous, au niveau physio, il se passe la même chose. Dans tous les cas, t'es à bloc, en gros. Et du coup,
prendre une VMA comme ancrage pour ensuite déterminer tes zones d'entraînement, etc., etc., en fait, l'ancrage est imprécis au possible et du coup, tu vas prendre des pourcentages d'un ancrage imprécis, des pourcentages imprécis d'un ancrage imprécis et du coup, tu as les zones, mais en fait, qui correspondent à pas grand-chose. Alors que la vitesse critique, comme on disait, ça te donne une estimation de ton deuxième seuil, qui est au niveau physio quelque chose de précis. Et le test qu'on fait pour avoir la vitesse critique est presque aussi simple qu'un demi-Cooper, sauf que c'est deux tests qui ressemblent à ça. T'as pas besoin de matériel, tu vas autour d'une piste, tu fais un test de 3 minutes où tu fais le plus de distance possible en 3 minutes. Ensuite, tu fais un test de 12 minutes où tu fais le plus de distance possible en 12 minutes. Alors, tu le fais le jour même ou 2 jours après? Tu peux faire les deux. Aujourd'hui, hein, il y a justement un gros papier qui a testé ça. Parce qu'on peut aussi faire 3 tests, voilà, qui a testé. Si je fais 2 ou 3 tests, si je fais le même jour ou des jours différents, est-ce que ça change ma valeur de vitesse critique? Et globalement, ça ne change pas. Nous, la manière dont on le fait chez BIP, c'est qu'on le fait à 2 jours d'intervalle, 2 jours différents, ou même 2 semaines différentes. Parce que pour l'avoir fait moi-même, c'est toujours intéressant de tester sur soi-même, hein, bien sûr. C'est dur. Quand t'as fait ton 3 minutes à bloc, t'as absolument pas envie de repartir mentalement, c'est minutes compliqué. Après sur un 12 minutes à bloc. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Donc, je me mets à la place de mon athlète et je me dis, OK, on va lui laisser quelques jours de repos. Mais tu peux l'intégrer dans une séance de travail pour faire une séance d'intensité? Alors, tu peux l'intégrer, mais il faut que ce soit vraiment fait en premier, dans le sens où si tu veux que ton test il soit fiable, il faut absolument que ce soit effort maximum. Donc, effort maximal. Donc, pas de fatigue pré-course. Pas de fatigue associée, pas de fatigue avant, on est d'accord. Mais tu vois, quand tu as fait ton 3 minutes à fond, si tu prends 10 minutes de récupération, tu peux te faire après 8 fois une fesse, tu vas rajouter du temps de travail à haute intensité. Bien sûr, après coup. Après ton 12 minutes, souvent t'as pas envie, hein, t'as juste envie de rentrer te coucher. Hein, ouais, ou tu peux te faire un petit quart d'heure de F pour bien sûr. faire un retour au calme. Exactement, tu peux allonger ta sortie derrière, mais peut-être pas plus d'intensité que ça. Mais bref, du coup, tu as 2 tests, un test de 3 minutes à fond, un test de 12 minutes à fond, enfin en tout cas le plus de distance possible. Et ensuite, ça te donne, c'est un modèle mathématique, la vitesse critique, tu vas rentrer. D'ailleurs, tu as le calculateur, voilà, j'allais dire, tu as le calculateur sur ton site. Exactement. Donc, tu vas rentrer ça sur un calculateur de vitesse critique. Nous, on a ça sur notre site en libre accès sur buildyourperf.fr. Et du coup, ça te donne ta vitesse associée, ta vitesse critique. Donc, c'est la vitesse associée au deuxième seuil. Et du coup, avec notre document récap qu'on te donne aussi, tu as la vitesse associée au premier seuil. Et tu as toutes tes zones d'intensité. Tes 3 domaines d'intensité. Et du coup, tu peux t'entraîner intelligemment. En tout cas, tu sais, quand tu vas t'entraîner, qu'est-ce que tu vas travailler, où est-ce que tu vas te situer. Si cet épisode de PhysioDry est utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne rien rater. Et pour encore plus de contenu, retrouve PhysioDry sur Instagram. Merci pour ton soutien et c'est parti pour la seconde partie de l'épisode. D'expérience, parce que j'ai terminé quelques coachings, je trouve que de travailler en vitesse critique, j'ai l'impression que ça limite aussi les blessures, parce que cette vitesse critique, comme elle est bien calibrée par rapport aux capacités du coureur, comme tu disais, la VMA, elle peut être un petit peu mal placée, et quand elle est un peu trop surestimée et qu'on est un peu trop haut dans la zone sévère, quand tu vas mettre tes séances de fractionnés, par exemple, les intensités elles seront très élevées, et comme on sait que les zones de haute intensité peuvent générer plus de blessures sur les pathologies de surcharge, je trouve que de travailler avec la vitesse critique, comme c'est un peu mieux calibré, c'est beaucoup plus safe et beaucoup moins agressif de travailler avec une vitesse critique que de travailler avec la VMA pure. Ouais, tu te rends compte en fait à partir de quelle vitesse tu dois travailler pour justement aller développer VO2 max. Tu n'es pas obligé d'aller à fond à tout prix, tu n'es pas obligé d'aller à ta VMA entre guillemets, parce que toutes les vitesses au-delà de ta vitesse critique, si tu as 4 minutes 15 au kilomètre en vitesse critique, tout ce que tu vas faire plus rapide que ça, en fonction du temps de soutien, va t'amener à VO2 max, va travailler de VO2 max, va dériver vers VO2 max. Donc, tu n'as pas besoin absolument de travailler à 3,30 au kilomètre. Tu peux faire des intervalles un peu plus longs, mais à 4,10, à 4,5 et à des intervalles de 2, 3, 4 minutes. Et tu sais que ça va développer ta VO2 max. C'était l'objectif de ta séance. Et t'es pas obligé de t'envoyer des grandes séances à 3,30 au kilomètre pour aller travailler cette qualité.
Et maintenant que je connais ma vitesse critique, donc je sais je connais mon seuil ventilatoire 2, comment est-ce que tu vas t'en servir justement pour fixer les zones d'entraînement ou fixer les zones pour dire ton 10 km tu vas le courir à tant de pourcentage de ta vitesse critique? Est-ce qu'il y a une formule qui correspond à peu près aux 10 km, au semi, voire au marathon sur le pourcentage de la vitesse critique? Tu vas avoir donc la vitesse critique, le deuxième seuil, avec je prends des pincettes, mais entre guillemets, ça va être environ 1 heure d'effort. Enfin, l'allure que tu peux tenir sur 1 heure. Donc à partir de là, si c'est quelqu'un de très entraîné qui veut faire 1h10 au semi, par exemple, tu sais que son semi, il va le courir peut-être entre 97 et 99% de Pas très loin de sa vitesse critique. Pas très loin, un petit peu en dessous. Si c'est quelqu'un qui veut faire un 10 km et qui va faire 50 minutes, ça va être un petit peu au-dessus de sa vitesse critique. Après, ne pas prendre non plus la vitesse critique comme la référence, standard, oui. Mais en fait, le test de vitesse critique, tu le fais à distance, de toute façon, ta compétition. Donc, ça te permet de proposer des séances clés, des séances d'allure derrière qui sont déjà assez précises. Et en fonction des sensations de ton athlète sur ces séances P, je sais pas si tu vas faire un 4x3000 sur une séance SP semi, toi tu penses que il va le courir entre 97 et 99% de sa vitesse critique. Tu testes ça sur ces séances d'allure que tu vas lui proposer, et après peut-être que ce sera plutôt 96% ou peut-être 101%, bref. Mais tu sais que dès le début, tu seras pas loin de ce qui peut viser comme chrono pour sa course à suivre. Sachant qu'en course, avec la stimulation, l'affûtage aussi, on est toujours un petit peu au-dessus des allures, et c'est le but, hein. C'est le corps a surcompensé, et du coup on est toujours un petit peu au-dessus des allures d'entraînement. Bien sûr, et puis du coup cette vitesse critique, voilà. Donc si quelqu'un fait un test de vitesse critique et qu'il veut faire un semi, je vais pouvoir lui donner une fourchette de ce qu'il peut viser. Je suis quelqu'un d'entraîné, en tout cas. Par contre, s'il me dit j'ai 18 de VMA, j'ai aucune idée de quel chrono je peux lui donner pour un semi-marathon. Alors que s'il me dit j'ai 3,42 de vitesse critique, je vais pouvoir lui dire tiens, ton semi, tu vas peut-être le courir à 3,45, 3,46, 47 ou 44. Enfin voilà, c'est plus précis en tout cas. Et est-ce que moi j'aime bien les planifications sur 3 mois. Je trouve que on a le temps de mettre assez de cycles en place pour pouvoir travailler. Est-ce que tu retestes dans ta planification la vitesse critique, ou tu te sers de celle du début, tu vas jusqu'à ton objectif, et si jamais le coureur a un second objectif plus tard dans la saison, tu refais des tests de vitesse critique? Est-ce qu'elle évolue énormément en fonction de l'entraînement? Elle évolue, oui. Après, comme je te disais, le test de vitesse critique, c'est quand même assez mentalement et physiquement, mais surtout mentalement assez exigeant. Donc moi, je le fais tester 1 fois par saison, des fois 2. Tu vois, donc dans tous les cas, dans un planif de 3 mois, je la refais pas tester, ça c'est sûr. D'accord. Donc c'est plutôt 1 à 2 par an maximum. Ouais, c'est ma façon de faire, encore une fois. Mais en fait, après, en fonction des séances cibles qu'il a fait ou des chronos qu'il a fait, si je vois qu'il a couru son marathon à 105% de sa vitesse critique théorique, c'est pas qu'il a courir à 105% de sa vitesse critique, c'est que sa vitesse critique a augmenté, il a progressé, et donc je réadapte un peu sa vitesse critique sans à la marge, faire de test, sans aller refaire un test, via mon expérience, via ce que j'ai vu pendant la prépa. Et après, si on repart sur un autre gros objectif 6 mois après, on refait un test de vitesse critique, on réadapte éventuellement les allures, et ça suffit en faisant comme ça, je trouve. Le fait de travailler justement à haute intensité, on va travailler sur cette vitesse critique-là, on va essayer de la pousser vers la zone sévère pour augmenter l'espace entre ton seuil ventilatoire 2 et ton seuil ventilatoire 1, si tu me dis si je me trompe. Par contre, quel est l'intérêt pour les coureurs de augmenter le seuil ventilatoire 1, donc de courir régulièrement à l'entraînement à basse intensité? Alors l'objectif. D'ailleurs, excuse-moi, je termine, mais on dit souvent que on entend ce chiffre-là, que c'est 80% de la préparation, ou que c'est peut-être 80%, c'est un chiffre que j'ai sorti comme ça, mais que c'est une phase majeure de la préparation, de courir doucement pour travailler ce seuil ventilatoire 1. L'objectif de l'entraînement, c'est de décaler tous les seuils vers la droite, de décaler tous les seuils. Et l'idéal, ce serait qu'ils se rapprochent de ta VO2 max. Au final, que tes seuils se rapprochent de la VO2 max. Par exemple,
Jimmy Gressier, il a un seuil 1 qui est associé à 3 minutes 10 au kilomètre. C'est-à-dire que tout ce qui fait plus lent que 3,10 au kilomètre, physiologiquement, il peut courir de manière indéfinie à 3,30, par exemple. Au niveau physio. Par contre, au niveau mécanique, il explique dans un podcast récemment, au niveau mécanique, au niveau mental, etc., c'est exigeant, donc il peut pas le faire. Mais l'objectif de l'entraînement, c'est de tout décaler vers la droite, de décaler ton seuil 1, ton seuil 2 vers la droite pour créer de la fatigue le plus tard possible. Donc ça, c'est vraiment le but de l'entraînement. Ensuite, l'entraînement à basse intensité, donc sous seuil 1, il a des intérêts au niveau physio, bien sûr, pour décaler ce seuil 1, mais il a des intérêts aussi au niveau mécanique, parce que tous les petits impacts, les petites foulées que tu vas faire répéter, c'est haut volume, basse intensité, ça va augmenter la tolérance de tes os, de tes articulations, la perfusion des muscles aussi. Plein de choses au niveau physio, mais aussi au niveau mécanique, qui vont faire que tu vas pouvoir courir plus sans te blesser, courir plus vite sans te blesser, courir plus longtemps sans te fatiguer, parce que pour recréer de l'énergie, donc avec le système oxydatif, donc via les mitochondries, etc., tu vas être plus efficace, tu vas développer ton cœur, tu vas développer ton volume d'éjection systolique, ton débit cardiaque. Bref, c'est le cœur du réacteur qui sera plus efficace et qui va faire qu'à haute intensité, au niveau mécanique et au niveau physiologique, tu vas pouvoir être plus efficace, aller plus vite en te fatiguant moins. Tu nous as parlé aussi je rebondis sur le fait que quand on se rapproche de la vitesse critique, on va avoir un taux de lactate qui va augmenter. C'est pas vraiment le taux de lactate, c'est la clairance. Donc c'est de la réutilisation du lactate qui va se faire de moins en moins. Donc je vais avoir une accumulation de lactate au niveau physiologique. J'ai l'impression que le lactate, c'est le mal aimé. C'est vraiment le mal aimé du sport d'endurance. Or qu'en fait, c'est un carburant. Et on s'en sert pour justement tenir sur des efforts très longs. Est-ce que tu peux nous réconcilier avec le lactate et nous expliquer qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Parce que souvent, on entend lactate, crampe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et remettre des mots scientifiques et de la physiologie sur le lactate? Alors, c'est pas facile. Je te demande c'est une notion qui est assez technique. Mais est-ce que tu arriverais à nous expliquer un petit peu pourquoi c'est le mal aimé et pourquoi, au contraire, c'est un substrat qu'on réutilise énormément en sport d'endurance? Ouais, je vais essayer de faire simple avec des mots simples pour faire comprendre ça. En effet, le lactate, ça a été, on a mis le mot lactique et on a mis le mot j'ai mal aux jambes, en gros. C'est ça. Dessus. Ça brûle. Pour simplifier, pour vulgariser le truc. Sauf qu'en fait, le lactate, c'est un produit de la glycolyse. Donc, en gros, c'est une des façons de créer de l'énergie via la glycolyse, d'utiliser un sucre. Le sucre qui est présent dans nos muscles. Exactement. Et dans le foie. Et tu produis lactate, tu produis un mélange plus, lactate. Et ce lactate, il est réutilisé justement à la place du sucre si je simplifie, pour recréer de l'énergie indéfiniment, etc. Sauf qu'à un moment donné, en fonction justement du domaine, de l'intensité de ta séance, tu vas créer plus de lactate au sein du muscle que ce que tu peux utiliser. Donc ce lactate, il va être renvoyé dans le système sanguin périphérique pour être réutilisé au niveau du foie, au niveau du cerveau, à différents endroits, pour pareil recréer de l'énergie ou recréer des nouveaux glucoses, etc. Il va être réutilisé et quand on en produit de nouveau encore plus et qu'on ne peut pas le réutiliser, c'est souvent justement quand on passe ce deuxième seuil, on crée plus de lactate qu'on peut le réutiliser et du coup le taux de lactate sanguin augmente. Mais en fait, c'est juste un produit de la glycolyse. Le lactate n'a aucun lien avec les crampes, la fatigue musculaire, etc. C'est juste un marqueur pour dire que ton corps est fatigué. Et que ton corps est produit, la machine est en route rapidement, en gros. Et le fait est que c'est corrélé à un moment où tu vas avoir mal aux jambes, tu vas être fatigué. Et du coup, on dit quand je suis lactique, j'ai mal aux jambes. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est pas l'augmentation des taux de lactate sanguin qui fait que t'as mal aux jambes. C'est que c'est l'acidité. C'est les ions H+ qui vont acidifier le milieu. C'est au niveau périphérique, au niveau central de la fatigue, etc. C'est tout un mécanisme neuromusculaire qui fait que on est fatigué, on a l'arrêt de l'effort. Mais c'est pas à cause du lactate. Et mais c'est une façon le fait de prendre le taux de lactate sanguin, c'est une façon de voir comment est-ce que tu utilises, tu crées, tu produis et tu réutilises
ton lactate, qui est un substrat énergétique aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le fait de s'entraîner au seuil ventilatoire 1, on entraîne son corps à justement mieux réutiliser le lactate et justement à être beaucoup plus pas productif, mais d'être beaucoup plus économe et surtout de recycler encore mieux le lactate grâce à l'entraînement. C'est un des objectifs avec l'entraînement entre le premier et le deuxième seuil. D'ailleurs, même presque plus proche du deuxième seuil, le fait d'en produire, puis de ralentir un petit peu. On peut faire des séances type over-under, on appelle ça, où on va un peu plus vite que le seuil 2, puis on va plus lentement que le seuil 2. En vélo, il y a souvent ces entraînements-là. Un peu plus. Ouais, exactement. Et c'est pas facile, ça fait mal aux jambes, mais c'est un outil intéressant à utiliser à l'entraînement. En effet, entre autres, pour on appelle ça le lactate shuttle, pour travailler les navettes de lactate, travailler la réutilisation du lactate. On arrive sur le dernier bloc. Au début, je suis honnête, je voulais te faire un podcast sur cette thématique-là, parce que je trouve que ça résume et ça traduit énormément ce à quoi sert l'expérience en course à pied. Je vais te donner un exemple. J'ai couru le marathon pour la première fois l'année dernière et j'ai fait 4 heures. Mon objectif, pour moi le premier marathon, c'est de déjà le terminer en courant de A à Z. C'était mon objectif. Ouais. Et plus tard, j'aimerais bien passer sous les 4 heures. Mais je n'ai pas d'expérience en course à pied. J'ai fait 4h03 pour être précis. J'ai une très bonne VMA, donc une très bonne vitesse critique. Par contre, mon temps ne correspondait absolument pas à mon temps théorique par rapport à ma vitesse critique. J'ai un copain qui a une VMA, une vitesse critique beaucoup plus faible que moi, mais je crois, si je te dis pas de bêtises, qu'il est à son 10e ou 12e marathon. Et lui m'a mis quasiment plus d'une demi-heure. Là où je veux en venir, c'est que on a une réponse physiologique, enfin un niveau physiologique de départ où je suis beaucoup plus fort que lui sur la VMA, et pourtant ça se traduit par une énorme différence à la ligne d'arrivée en ma défaveur. J'aimerais bien que tu nous parles justement de la durabilité, parce que je pense que le fait de cet effondrement que j'ai eu au niveau de ma course est surtout lié à cette durabilité-là où je n'ai pas réussi à tenir mon effort parce que ma VMA a complètement baissé au fur et à mesure de mon effort. Ouais. Alors ta VMA n'a pas baissé, mais c'est le pourcentage de VMA que tu as pu tenir restant, voilà. Effort qui a baissé, de VMA, de test critique, bref, peu importe. Sur marathon, on arrive sur un effort où en effet il y a pas que la physio kick, enfin il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il va falloir avoir accumulé assez de kilomètres à l'entraînement, il va falloir au niveau nutrition manger suffisamment pour avoir assez d'énergie, de substrat énergétique. Il va falloir musculairement pouvoir tenir la distance, il va falloir mentalement pouvoir tenir la distance. En fait, c'est pas juste une vitesse critique, une VMA qui va t'amener à un temps précis sur marathon, parce que les critères de réalisation d'un marathon, pour finir un marathon, pour tenir son objectif sur marathon, sont beaucoup plus complexes que ça. Et ce mur du marathon, en effet, il va dépendre de est-ce que tu as fait assez de kilomètres, est-ce que tu as bien géré ton pacing, est-ce que tu es parti à la bonne allure, pas trop vite, on disait, est-ce que tu es à crédit ou pas, et est-ce que tu as mangé suffisamment pendant ton marathon, parce que tu n'as pas les réserves suffisantes pour tenir un marathon en sucre. Donc d'où l'intérêt de s'alimenter. Donc, et en effet, plus tu vas être expérimenté, plus tu vas avoir d'expérience, plus tu vas avoir de kilomètres au compteur, justement même à basse intensité, on en parlait tout à l'heure en footing, etc., plus tu vas être économe et plus tu vas être durable, dans le sens où moins tu auras de dégradation, que ce soit au niveau physio, mais au niveau mécanique aussi, au fur et à mesure du marathon. Et mental, bah tout va ensemble. Quand tu commences à avoir mal aux jambes, etc., bah bref, avec t'es que au 20e, tu te dis bon, ça va être long et mentalement c'est dur. Et du coup, la durabilité, c'est un facteur de performance en course à pied, peu importe la distance, mais encore plus quand ça s'allonge. Et c'est la capacité à avoir au niveau physio, mais aussi au niveau mécanique, le moins de dégradation possible de la première minute à la 4e heure. Ben oui, et surtout, attends, j'ai un bug. On va laisser passer le temps, parce que j'étais en train de lire la suite. Attends, je vais laisser passer un peu de temps. Je vais être un peu vite, peut-être.
Ouais. Non, mais c'est bon. Ouais, je pensais que t'allais plus développer, mais c'est bon. Et je voulais faire juste une dernière question pour résumer un petit peu tout. Vas-y. Après, je peux développer sur la durabilité si tu veux. Ouais, il faudrait que je te relance sur la durabilité. Et du coup, concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est justement cette durabilité en pratique? Du coup, en pratique, c'est la capacité à avoir un effort qui est le plus durable dans le temps et qui, que se dégrade le moins possible dans le temps. Et donc, en pratique, ça dépend de au niveau musculaire, être capable d'avoir le moins de dégradation possible, donc avoir des qualités au niveau musculaire, d'endurance, de force, qui vont te permettre de tenir ces 4 heures du marathon. Ça va dépendre du nombre de kilomètres que tu as fait pendant ta prépa, de ton expérience globalement. C'est pour ça que ton copain qui a 10 marathons au compteur, Et oui. Lui, un marathon, par rapport à lui, à son expérience, c'est plus un défi forcément. Il a l'habitude musculairement, au niveau physio, il a l'habitude des efforts longs. Alors quand c'est donc on peut être très fort sur le plan physiologique, mais être assez peu durable au final. Au niveau physio, tu peux être très fort sur du court et beaucoup moins fort sur du long. En effet. Et le contraire aussi. Tu peux tenir, il y a des gens qui sont capables de tenir beaucoup plus de temps dans un domaine d'intensité sévère, qui sont forts sur 3000 mètres, sur 1500 mètres, etc. Et d'autres, ils ont du mal à se mettre dans ces états-là, mais par contre, ils peuvent durer beaucoup plus longtemps. Sur des efforts modérés. Ouais, sous le 2e seuil, par exemple, et sur des efforts modérés. Si, du coup, on devait retenir une seule chose de comment quantifier son entraînement et avoir des notions sur le 1er seuil, le 2e seuil, le lactate et la vitesse critique pour mieux s'entraîner, ça serait quoi pour toi? Ce serait, si tu veux t'entraîner intelligemment, trouve une manière de te tester intelligemment. Et du coup, moi, je prône la vitesse critique qui te permet derrière d'avoir ta vitesse associée au 2e seuil, ta vitesse associée au 1er seuil. Et du coup, quand tu vas t'entraîner, tu sais ce que tu fais et ce que tu vas développer. Donc, fais ton test de vitesse critique, même pour toi, pour ton expérience. Si tu as l'habitude de faire ta VMA, associe-le à ta VMA, vois comment tu préfères organiser tes séances, mais va faire ton test de vitesse critique, ça te permettra au niveau physio d'avoir tes différents seuils et tes domaines d'intensité associés, sans matériel. Il n'y a pas besoin c'est facile à faire. Il faut juste se faire un peu mal 2 fois sur la piste. Il y a des points faibles aussi à la vitesse. D'ailleurs, j'en profite avant de terminer cet épisode, je rajoute que le calculateur, il est sur le site de BIP. Et d'ailleurs, il y a un petit peu de contenu aussi pour les coureurs et pour aussi les kinés. Il y a des articles de blog qui expliquent la vitesse critique. On a pas mal d'infos là-dessus. On a des newsletters aussi qui expliquent ça. On produit beaucoup de contenu sur l'entraînement du coureur à destination. Sur ton Instagram aussi. Ouais, bien sûr. À destination des professionnels de santé, mais aussi des coureurs investis dans leur prépa qui veulent juste s'entraîner intelligemment sans se blesser. Donc, on produit beaucoup de contenu là-dessus. Donc, sur Instagram, sur YouTube, aussi Build Your Perf. Et sur notre site internet, on a pas mal de choses là-dessus. Et de toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram, par exemple, pour discuter de tout ça. C'est avec grand plaisir que je vous réponds. Merci Étienne, merci d'être venu nous parler de tout ça. Écoute, je pense que je pourrais encore trouver des idées, au moins 4-5 idées d'épisodes avec toi, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Donc merci encore. Et puis qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? On peut me souhaiter pour mes coachés beaucoup de performance, pour moi beaucoup de plaisir à l'entraînement sans me blesser. Voilà, c'est notre objectif. Et puis d'accompagner le plus de coureurs possible, de former le plus de kinés possible sur l'entraînement aussi, parce que c'est notre objectif avec BIP. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Florian, à bientôt. Salut. Salut. On arrive à la fin de cet épisode et je voulais vraiment prendre 1 minute pour vous dire merci. Le podcast est resté tout le mois dans le top 50 France dans sa catégorie et ça, c'est uniquement grâce à vous, vos écoutes, vos partages, vos messages et vos notes. Tout ça, ça fait une énorme différence. Merci encore pour votre confiance, ça me motive vraiment à continuer à vous proposer du contenu de qualité. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode de PhysioDry. D'ici là, bon entraînement et la baillette.